Et bonjour YouTube, bienvenue pour ce premier podcast, premier podcast de la chaîne Sebaka Magic. Alors, chaîne Sebaka vient de l'égyptien ancien, chaîne veut dire éternité, Seba veut dire étoile, et Ka, l'âme, donc l'éternité dans les étoiles de l'âme, voilà, vous pouvez le traduire un peu comme vous voulez, mais je trouvais ça très joli. Et Magic parce que il y a un petit côté magique en fait finalement dans la vie. Alors bienvenue dans ce podcast, on va parler de beaucoup de choses et de tout et de rien en fait finalement, mais de sujets qui parfois nous tracassent un peu ou peuvent nous arriver dans notre quotidien. Principalement sur la spiritualité égyptienne, ça c'est vrai puisque c'est ma passion, c'est ce pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne et de vous présenter un petit peu voilà mes connaissances sur l'Égypte, tout ce que j'ai pu lire, acquérir comme ressenti et expérience là-dessus, tous les reportages, les livres que j'ai lus, euh, et mon interprétation aussi de tout ça. Puisque, voilà, et ça vous le savez, que vous soyez dans le monde spirituel, entre guillemets, que vous soyez éveillé, comme on dit, j'aime pas trop ce terme forcément, mais voilà, peu importe. On est toujours dans cette optique de récupérer des informations ici et là. Mais si c'est pas dans un but de construire son objectivité et son opinion, en fait, finalement, à quoi servent les informations qu'on a récupérées quelque part? Donc l'Égypte, une passion que j'ai depuis très très longtemps. Et l'Égypte qui va mêler en fait la magie et la croyance, la mythologie, fonder toute une nation qui a quand même réussi à vivre pendant pas moins de 4000 ans, en fait, quelque part. Et on est vraiment dans cette optique d'essayer de comprendre, en fait, ça. D'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Alors, par des faits aussi scientifiques, hein. C'est pas parce que tout de suite on est magicien qu'on on est complètement lunaire et à croire des choses complètement fantasmagoriques. Au contraire, Euh, on va essayer de se baser aussi sur certains faits scientifiques. On sait aujourd'hui, par la recherche par exemple, que l'huile essentielle de romarin va apporter certaines vertus défensives, purificatrices, assainissantes, et on l'utilise en magie aussi, par exemple, pour ces mêmes vertus. La nette, qu'on retrouvait aussi principalement dans les remèdes égyptiens, hein, peut avoir effectivement des significations médicinales, antiseptiques, par exemple. Et toutes ces croyances font que derrière, on essaye de s'exprimer sur notre point de vue, sur notre opinion, et en voilà justement les prémices, un peu quelque part dans ce podcast. Et c'est très difficile puisque on se lance dans une aventure quand on fait un podcast sur qu'est-ce que je vais dire. Parce que là, bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment de support, il y a cette petite photo que j'ai préparée. Mais à part ça, c'est ma voix, c'est ce que je vais vous raconter qui va guider et qui fait que là ou pas, à ce moment-là, vous allez décider de swiper ou non sur la vidéo suivante. Voir si ce que finalement la personne va vous dire va vous interpeller. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui, je pense, que vous soyez magicien ou non, que vous soyez sorcier ou pas, euh, va vous évoquer quand même quelque chose. Parce que faire un premier podcast, c'est s'exposer par exemple à la critique. Et la critique, quand elle est constructive, elle est bénéfique, mais lorsqu'elle l'est pas, elle blesse. Et être blessé, c'est une crainte que beaucoup peuvent avoir. Une crainte, une peur, en fait, finalement. Et donc, qu'on soit
totalement terre à terre ou alors complètement spirituel, ou même dans cet entre-deux, euh, on, on va essayer de chercher quelque part à combattre tout au long de notre vie les peurs qui nous entourent. Les peurs qui nous entourent, ça va des croyances qu'on avait quand on était enfant jusqu'à jusqu'à notre propre fin, en fait, quelque part. Ces croyances qu'on avait quand on était enfant, bah, c'est régi par des contes qu'on a pu nous lire, des dessins animés qu'on a pu éventuellement regarder, ou même des films parfois qui nous étaient pas forcément destinés pour notre âge. Et, euh, et la sensibilité en fait qu'on va avoir face à tout ça. Est-ce que quand on est petit, en fait, finalement, par notre innocence, on peut se dire oui, ben, de base, tout m'effraie, tout me fait peur. Bah non, on est curieux à cet âge-là, et au contraire, je pense que cette innocence apporte cette espèce de naïveté qui fait que on n'a pas forcément peur dans l'immédiat. Et il y en a d'autres qui vont vous dire au contraire que la peur, c'est un instinct, c'est c'est quelque chose d'atavique, comme on dit un peu en science, c'est que finalement c'est quelque chose qui est gravé dans le cerveau reptilien et qui, lorsque un événement potentiellement vous déclenche ce sentiment de peur, va enchaîner en fait des réactions dans votre corps qui vont entraîner peut-être voilà une dilatation des pupilles, une paralysie de certains membres face à la réaction. Le flux sanguin en général va aller dans les jambes et dans les bras pour pouvoir se défendre et courir. Le rythme cardiaque s'accélère. On est en situation de peur. C'est-à-dire soit je me prépare à fuir, soit je me prépare à combattre. Et quand on est enfant, est-ce qu'on a la capacité d'avoir cette réflexion? Parce que vraiment, aux prémices de l'enfance, quand on commence à marcher justement, à découvrir le monde, on le découvre ce monde. Donc on n'est pas capable de discerner réellement ce qui va nous faire du bien ou du mal, au contraire. Et, et ça, c'est quelque chose finalement qui va nous poursuivre tout au long de notre vie. En fait, les peurs, elles vont faire que se déplacer. Et de la peur, effectivement, du monstre dans le placard ou du monstre sous le lit, on, on va développer d'autres angoisses en fait en grandissant. L'angoisse après par la suite d'avoir le bac, l'angoisse de bien être accueilli dans ma prochaine classe, à la prochaine rentrée, dans mon lycée, l'angoisse de, euh, enfin, voilà, d'avoir des amis, de pas se retrouver seul, l'angoisse de perdre ses parents. En fait, on peut être angoissé de beaucoup de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, tout va dépendre en fait finalement de la sensibilité qu'on va avoir en face de chacune des angoisses. C'est pour ça que je me suis dit quand je vais faire cette vidéo sur la peur, ça va être en fait finalement très compliqué de faire quelque chose de généraliste puisque tout comme face au deuil par exemple, chaque personne, en fonction de son vécu, de son histoire, va réagir différemment, va avoir des peurs, donc du coup, différentes en fonction des individus. Moi, par exemple, voilà, malgré que je sois sorcier, et donc on est dans ce cliché où effectivement on a plein d'araignées, étoiles d'araignées partout dans nos maisons, et même si c'est une preuve que votre maison est saine, l'araignée, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et puis voilà, très petit, mon père me racontait des histoires, voilà, d'araignées pondeuses d'œufs à l'intérieur du corps, etc. Et c'est quelque chose qui traumatise un petit peu parce qu'on se dit oula, mais moi j'aimerais pas du tout que ça m'arrive ce genre de choses. Et on va appliquer ça en fait à toutes les araignées quelque part.
Et moi, dès que j'en vois une, petite ou grosse, je vais pas rassurer. Grosse, je vais même m'en aller, fuir, hein, loin, très loin. Et par contre, il y en a d'autres, et ben, ils vont les prendre dans leurs mains, ils vont aller les remettre dans le jardin, et honnêtement, force à eux. Euh, mais moi, c'est pas mon délire, ça. En revanche, voilà, aller un soir dans un cimetière ou aller dans une forêt accompagné parce que je sais pas, je dois aller, je sais pas, retrouver mon chien qui s'est égaré, etc. Je vais le faire, je vais y aller. Il y a des événements aussi, des choses qui font, pardon, qu'on va dépasser en fait nos peurs. On va dépasser nos peurs, on va dépasser ce stade de justement, je suis dans la tétanie, je bouge plus. Quelle est l'action en fait suivante? Est-ce que je vais fuir? Est-ce que je vais combattre? Mais est-ce que je vais agir en fait surtout? Voilà. Et ce sentiment, on le ressent parfois, cette paralysie, sous une autre forme. Et c'est aussi une forme de peur quelque part, lorsqu'on voit devant nos yeux une agression. Lorsqu'on voit quelqu'un devant nous se faire insulter ou frapper, même si, voilà, peut-être cette personne l'a un peu cherché, ben, ou pas, même d'ailleurs. Des fois, c'est gratuit, hein, ce qu'on se prend dans la figure, dans les transports en commun, hein, par exemple, l'exemple le plus courant. Est-ce que j'interviens ou pas? Alors aujourd'hui, c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux et comme on est souvent filmé et pointé du doigt au quotidien, euh, l'homme, l'humain va se contenter de faire des gestes un peu héroïques comme ça. Quelque part aussi pour, certes, se donner bonne conscience, mais dépasser sa peur et de se dire, bon bah voilà, je suis intervenu, j'ai sauvé quelqu'un, je suis fier d'avoir fait ça. Mais quelle est l'origine de la motivation de ça, en fait, finalement? C'est est-ce que voilà, je vais faire un peu d'esbrouf, hein, quitte après à me ridiculiser, ou alors est-ce que au contraire, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais certes faire de l'esbrouf, mais voilà, je vais le faire sérieusement. Et, et cette espèce d'hésitation, ce moment où vous vous dites qu'est-ce que je fais? Je me lève ou pas? Je vais aller lui décoller une baffe à ce monsieur qui est en train d'agresser ou à cette dame qui est en train d'agresser un tel. Est-ce que je vais les laisser pareil? Est-ce que je vais aller les calmer? Est-ce qu'au contraire je vais rester là assis et faire semblant parce que j'ai peur moi-même? Parce que j'ai peur d'intervenir? Parce que j'ai peur de me prendre un coup? Parce que j'ai peur finalement que bah, c'est les deux qui se retournent finalement contre moi? Parce que des fois vous avez des situations complètement burlesques hein, dans les métros. Un couple qui s'engueule, vous défendez madame et puis finalement madame vous dit mais de quoi je me mêle machin et puis vous avez madame et monsieur qui se mettent sur vous. Euh, et ça bon bah voilà c'est des situations difficilement contrôlables en fait. Et, euh, et les peurs, elles nous envahissent dans notre quotidien si on leur laisse la place, si on les laisse en fait finalement nous envahir. Et vous allez me dire, ouais, mais t'es bien mignon là avec ta petite voix, ton premier podcast et tout machin, mais t'as pas d'astuce. Ben non, j'ai pas d'astuce parce que euh, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun en fonction du vécu, en fonction en fait finalement des armes que la vie a décidé de vous donner et surtout que ce que vous avez décidé d'en faire et de vous forger vous-même au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose qui peut paraître assez complexe et parfois en fait finalement c'est limpide. Mais pour moi il n'y a rien qui est limpide parce que l'homme de base est complexe par son libre arbitre et donc forcément moi ce qui va me faire flipper comme je vous le disais tout à l'heure n'est pas la même chose qui vous va vous faire flipper. Il y en a, ils vont se marrer devant les films d'horreur. Moi, c'est mon cas. Personnellement, je regarde des films comme Saw, par exemple, ou Destination Finale. Destination Finale, moi, ça me fait claquer des barres. Alors, vous allez me dire, mais il est pas normal, celui-là. Je vais appeler les services psychiatriques. Mais non, pas du tout. C'est pas ça. C'est que euh, les mecs enfin, meurent quand même dans des situations complètement absurdes dans ces films. Faut quand même se l'avouer.
Et euh, et il y a des situations sont quand même, enfin, je pense, qui sont relativement drôles. Et je pense que quelque part, le scénariste, ça, voulait faire peur. Ok, c'est un film d'horreur, mais il y a un peu d'humour aussi quelque part. Euh, et moi, je me marre du coup dans ces trucs-là. Il y en a, ils vont craindre aussi des choses, certes physiques, c'est-à-dire des agressions, des insultes, des menaces, des coups, hein, des armes. On va avoir peur de ce genre de choses. Et puis on va avoir peur aussi parfois du spirituel. Et vous voyez que là, petit à petit, on va se diriger vers un peu le monde magique, mais euh, la crainte, ça nous vient mais depuis la nuit des temps. On avait peur peut-être des premiers sons. Le premier mec quand même qui a entendu un orage ou un volcan péter un câble, ça a quand même dû faire quelque chose, hein. Et, et évidemment, ça provoque et ça fait en sorte que on apprend en fait quelque part. C'est comment j'ai réagi à ce moment-là, comment eux ont réagi à ce moment-là. On se compare et puis on voit finalement un peu ce qui a marché ou non. Parfois on essaye d'imiter, puis bon, moi je me dis que finalement c'est bien de prendre l'avis des uns et des autres, mais encore une fois, il faut se forger sa propre opinion et là, en l'occurrence, trouver sa propre clé à sa propre peur. Et ça veut dire faire un travail sur soi-même. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur de la mort? Est-ce que j'ai peur de Dieu? Est-ce que j'ai peur des esprits? Est-ce que j'ai peur des démons? Est-ce que j'ai peur d'aller en enfer? Et cette peur, elle a été utilisée et maintenue depuis la nuit des temps, quelque part pour euh, apprendre aussi que on a des limites à respecter, qu'il y a de alors, on va vous dire d'un côté que les limites sont faites pour ceux qui n'osent pas les franchir, mais ceux qui les franchissent aussi se mettent dans un autre plan, dans un autre cadre, et font que, ben, le vivre ensemble, le vivre en société, le vivre en commun, n'existe plus pour ce genre de personnes. À partir du moment où vous franchissez les limites, c'est que vous passez un obstacle que d'autres n'ont pas passé. Donc à partir de ce moment, vous vous isolez. Alors, il y a cette peur peut-être de se retrouver seul, mais il y a aussi le fait que, ben, finalement, on se retrouve en face parfois de choses qu'on maîtrise pas, qu'on n'explique pas. Et propre à chacun, depuis qu'on a cette conscience et cette capacité à réfléchir, à imaginer, à penser, de craindre ce qu'il y a après, de craindre la mort, par exemple, de craindre le passage dans l'au-delà. Et il y a certaines personnes qui vont dire ah non, mais j'accepte ça avec calme, sérénité, paix. Mais tant mieux si il y a cette évolution. Euh, mais il faut accepter du coup que d'autres vont pas forcément vivre avec ça, et on vit dans cette peur constante en fait finalement. On est des créatures, en tout cas pour ce qui est des croyances les plus courantes, on est des personnes physiques, d'accord? Et à partir du moment où il y a plus d'enveloppe physique, il y a plus d'âme, il n'y a plus censé avoir grand-chose après. Alors après, tout dépend de vos croyances, mais je me dis, est-ce que vous vous souvenez de comment exactement vous avez dormi? Est-ce que vous avez fait pendant le sommeil? Combien de fois vous êtes retourné ou gratté? Non. Parce que lorsqu'on on vous fait une chirurgie et quand on vous fait une anesthésie, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant l'opération? Très rarement, non. D'accord? Euh, quand vous tombez dans les pommes, vous faites un malaise, vous vous rappelez plus de ce qui s'est passé, vous buvez trop d'alcool, vous faites un blackout, vous vous rappelez plus ce qui s'est passé pendant la soirée. Et bien, je me dis, ces espèces de trous noirs qu'on peut avoir, est-ce que c'est pas finalement ce qui attend un peu tout le monde? Mais avec les ressentis, les croyances, les choses que ben je peux pratiquer parfois au quotidien, je me rends compte que bah non,
c'est pas si simple que ça, c'est pas aussi facile à expliquer. Et comme je vous le disais au départ, enfin tout à l'heure là, cette peur, par exemple de la mort ou du divin, cette peur de dire bon bah voilà, si je fais tel ou tel acte, je vais aller en prison, ou alors je vais être puni par Dieu, ou alors voilà, ben ça fait en sorte que vous respectez une certaine morale en fait finalement. Et la peur de la punition, la peur de la sanction va faire en sorte que vous allez essayer de respecter une certaine moralité. Et parfois, vous allez quand même être tenté de faire cette chose, cet acte, voilà, qui pourrait être répréhensible dans certaines croyances, voilà. Et puis, ben, vous n'allez pas avoir la conséquence. On va pas vous punir, vous n'allez pas être vu. Et comme on fonctionne très souvent avec le pas vu, pas pris, ben, vous allez vous dire, allez, voilà, je sais pas, j'ai volé une fois, je revolerai deux fois, etc., etc. Puis finalement, quelque part, cette peur de se dire, bah, je vais finir en prison parce que j'ai volé, elle va diminuer par le fait que vous avez pris confiance au fait que, voilà, vous n'avez pas été pris, vous avez fait les choses bien, je sais pas, vous aviez analysé les lieux avant d'y aller, vous avez fait une belle opération. Ouais, super. Euh, et puis, vous allez vous désinhiber, en fait, quelque part de ces peurs. Un peu comme si, voilà, vous redoutiez un manège à sensations, puis une fois que vous l'avez fait, vous vous dites, bon, bah, c'était pas si terrible. Bon, allez, on recommence. Voilà. Et je pense que tout à l'heure, comme avec l'exemple de l'araignée, si peut-être, voilà, on travaille sur cette peur et qu'on se dit, ben, allez, je vais tenter, voilà, pour le moment peut-être de rester à côté de l'araignée. Et puis après, d'être à côté, ben, pourquoi pas la poser sur ma main et voir ma réaction quand elle bouge sur ma main. Et ainsi de suite, et étape par étape, pourquoi pas bah, se dire bon bah voilà en fait finalement une araignée c'est pas si dangereux que ça. Après tout sur les milliers d'araignées qui existent, il y en a peut-être que quelques-unes seulement qui sont réellement mortelles et encore on a les antidotes la plupart du temps. Euh, et voilà et en fait de se rassurer comme ça. Et avec cette histoire d'araignée pondeuse, ben de se dire que oui ça existe mais c'est une espèce ultra rare d'araignée qui vit je ne sais où dans le monde, mais certainement pas voilà, dans le nord de la France, là d'où je viens. Euh, et donc voilà, en fait, finalement, on peut apprendre à se désinhiber de nos peurs. Mais encore faut-il pouvoir s'entraîner avec. Et effectivement, quand on est confronté à des peurs spirituelles, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Parce que les peurs spirituelles, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose de palpable en réalité. Et, euh, et à partir de ce moment-là, comment travailler avec ça? Avec l'imaginaire, mais compliqué, compliqué. Après, ça peut être facilement assimilé aussi, par exemple, à la peur du vide. Et c'est vrai que j'étais un peu fasciné par le fait de voir que la réalité augmentée, la réalité virtuelle pouvait par exemple projeter des personnes qui, d'un côté de leur cerveau, finalement, savaient qu'ils étaient dans une pièce totalement, voilà, il y avait aucune possibilité de tomber, on était voilà comme dans une chambre. Et finalement, avec cette réalité virtuelle, projeter les yeux et l'esprit vers un pont, par exemple, ou vers un fil de funambule, et de se dire bon bah voilà comment je maîtrise ça, comment je maîtrise le fait que d'un côté ce que je vois ça me fait peur, mais de savoir que là où je suis finalement c'est safe. Et c'est fascinant, je trouve, de travailler là-dessus. Mais les peurs spirituelles, comme je le disais tout à l'heure, elles amènent à une certaine morale et c'est ce qui a guidé quelque part les sociétés depuis le départ. En Égypte antique, la peur de la colère des dieux, elle était là. Et quoi de mieux, effectivement, pour fédérer un peuple, de les réunir autour d'un point crucial et essentiel qui va rassembler un maximum de monde, la religion.
d'accord? La religion égyptienne, elle reposait sur une multitude de dieux. Il y en avait des milliers en réalité en Égypte, hein. En fait, chaque ville avait une Égypte. Vous imaginez, c'est comme si nous, avec nos 36 000 communes là en France, on avait une divinité pour chacune. Ce serait le bordel, d'accord? Eh bien, en Égypte, c'était un petit peu ça. Après, en fonction de voilà l'importance de la ville, plus il y avait de nobles ou de naissance de rois dans cette ville, plus la ville évidemment allait prendre en importance. Et c'est ce qui a fait que certains dieux aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus connus que d'autres, en fait finalement. Mais quoi qu'il en soit, la peur de ces dieux a fait que beaucoup ont, ont craint ce qui allait se passer après, et surtout qu'en Égypte, à cette époque-là, on vivait vraiment pour préparer la mort. C'est-à-dire que voilà, ils savaient très bien que la vie sur Terre c'était quelque chose d'éphémère, un peu éclaté, un peu pourri, et que voilà, après la mort, c'était pour retrouver la vie en mode 2.0 quoi. Une vie améliorée où tout serait fait, plus rien à faire, repos tranquille, profiter avec les femmes, les enfants, les maris, les hommes, tout ce qu'on veut, euh, dans un jardin luxuriant d'abondance éternelle. Enfin, c'est ce qui attendait chacun des Égyptiens. Et cette peur de ne pas arriver jusque là-bas, elle était phénoménale pour eux. C'est ce qui a fait aussi qu'on a construit tous ces temples, qu'on a construit ces tombeaux, les pyramides. C'était pour protéger, en fait, tout ça. Pour ne pas, en fait, quelque part, se faire oublier. Parce que le nom, par exemple, était très important par les Égyptiens. La peur de perdre leur nom, de perdre leur identité, en fait, de perdre leur mémoire, c'était quelque chose qui les terrorisait. Parce que ne plus être pensé par ses proches, ne plus être vénéré, qu'on ne nous apporte plus d'offrandes, c'est être oublié. Et être oublié, ça veut dire cesser d'exister pour les Égyptiens. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils voyaient les choses, en fait, quelque part. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont inventé l'écriture, et une écriture aussi complexe, parce que, voilà, c'était très important. Le nom était quand même, surtout celui du roi, les noms propres étaient représentés dans des cartouches pour protéger euh, le nom du roi. Et aujourd'hui, quand on prononce effectivement, sous réserve qu'on le prononce effectivement correctement comme les anciens Égyptiens pardon, le prononçaient, mais euh, voilà, si on prononce aujourd'hui Ramsès, Toutankhamon, euh, on, on les revénère en fait quelque part et donc on fait en sorte qu'ils réexistent, vous voyez. Et la peur que ces Égyptiens avaient il y a 4 000 ans, bah quelque part on est en train de la dissiper seulement aujourd'hui. Et cette peur du divin, cette peur de ne pas accéder au paradis, cette peur de ne pas avoir le pardon des autres, cette peur de ne pas être dans les clous, c'est une peur qui concerne tout le monde et aussi effectivement le sorcier. Le sorcier, lui, qui va être confronté aussi à une peur qui est commune dans ceux qui pratiquent cette profession, hein. Peut-être que certains collègues qui écouteront ce podcast se reconnaîtront dans tout ça, mais euh, on est face à beaucoup de jugements. Lorsque vous vous présentez bec et ongle avec vos deux yeux, vos deux oreilles, votre nez, votre bouche, et vous dites voilà, salut, bonjour, je suis sorcier, je suis païen, je ne crois pas en ce que les trois quarts du monde croient, et j'essaye de faire les choses autrement, bah, la peur du jugement, elle est immédiate. Après, est-ce que c'est une peur d'être jugé? Pas forcément, mais c'est peut-être un moment désagréable que vous n'avez pas forcément envie de passer. Et effectivement, cette peur-là, elle peut se justifier aussi parce que la société, elle est dure. Elle est dure avec ce qu'elle comprend pas. Je vais pas effectivement vous refaire l'apologie du racisme, de la tolérance, etc. Mais dès que c'est différent, dès que ça fonctionne différemment, dès que ça pense différemment, on va s'en éloigner, en fait.
qu'on va se dire, ouais, mais non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, je comprends pas, pourquoi ils font ça, on attend ça chez nous, c'est complètement interdit, enfin voilà, enfin, aujourd'hui, c'est parce que nos mœurs et notre société, elles changent beaucoup. Mais rappelez-vous quand même qu'à l'époque féodale, à l'époque des nobles, à l'époque médiévale, c'était quand même bon, des sociétés relativement civilisées, hiérarchisées, hein. On n'était pas non plus une bande d'hommes de Cro-Magnon à se taper dessus tous les coins de rue. Euh, enfin, je veux dire, il y avait quand même des infrastructures, il y avait quand même des choses, une intelligence qui était là. Euh, c'est pas pour autant que les mariages arrangés entre des vieux nobles de 30 ans et des gamines de 7 8 ans à peine nées là, et qui devaient se marier parce que union de deux familles, etc., etc. Ça, aujourd'hui, effectivement, on trouverait ça complètement scandaleux. Et à l'époque, on trouvait ça complètement normal. Vous voyez? Et parce que nos mœurs changent, parce que effectivement, on se dit bon bah ouais, mais bon à cette époque-là, la fille, elle aurait peut-être voulu dire non, machin, etc. Et parce que on voit en fait les choses autrement. Et c'est ça qui est important aussi avec les peurs, c'est peut-être de voir aussi les choses sous un autre angle, de se dire ben justement, est-ce que cette peur, moi, je pourrais pas au contraire la transformer en force? Cette peur de parler en public, cette peur de euh, transmettre des connaissances, par exemple, quand on est enseignant, et de se dire, bon, bah non, je les ai pas, je vais échouer, je vais pas pouvoir expliquer ce que j'ai envie de vous dire. Euh, Là, moi aussi, par exemple, je suis en train là même d'enregistrer ce podcast, je me dis, est-ce que je vais réussir à finir ma phrase? Est-ce que je vais réussir à finir mon propos? Est-ce que ça va plaire? Tout ça, c'est des craintes, c'est des remises en question, en fait, finalement, parce que, plus ou moins, en fonction de notre, encore une fois, notre sensibilité et le degré de sensibilité qu'on va avoir en fonction de ça, on va l'appréhender ou pas. Et il y en a qui vont se dire, bon, bah, moi, franchement, Osef, le podcast, je fais ça parce que je kiffe et puis voilà, j'en vois, etc. Ce qui est un peu, oui, effectivement, mon optique. Mais il y a toujours effectivement cette petite conscience là, mon petit Jimmy Cricket qui vient sur mon épaule et qui me dit ouais mais bon tu fais quand même ça pour essayer que ça plaît aussi, faire en sorte un peu de faire connaître ta chaîne, etc. Ouais, bah oui forcément. Il y a ce but-là aussi. Je vous parle pas parce que je suis en manque d'amis et que j'ai besoin de créer un journal intime là les gars. Je vous parle parce que je trouve ça intéressant d'échanger sur ce qu'on peut ressentir à ces moments-là. euh, et les différentes peurs. Ce serait même intéressant si voilà vous avez pris le temps et la peine d'écouter ce podcast jusqu'au bout, bah, pourquoi pas de me dire dans les commentaires quelles sont vous vos grandes peurs, comment vous avez réagi quand vous avez été confronté à ça. Il y en a par exemple qui sont terrorisés de prendre l'avion. Et moi, va comprendre, j'ai le vertige de ouf, je me mets limite debout sur une chaise, je me sens pas à l'aise du tout. Et en revanche, prendre l'avion, bah alors, j'en ai rien à cirer, quoi. Bon, alors après, c'est sûr, quand il va y avoir une turbulence, il va dire, bon, bah voilà, attachez vos ceintures et tout, machin. Bon, je vais pas non plus le prendre avec un grand smile, mais je vais me dire, bon, bah voilà, quoi, ok, c'est tout, c'est une turbulence, ça arrive. Après, ça arrive, mais ça arrive aussi qu'il y ait des crashs. Mais encore une fois, si on se concentre uniquement sur ce qui peut arriver de pire à chaque fois, alors c'est sûr que quand ça arrive, au moins on se dit bah ouais bah j'y étais préparé, ok bon bah c'est tout, je me le prends dans la tronche et j'agis en fonction. Mais à force de faire ça aussi, on oublie peut-être le côté positif de tout ce que ça peut apporter. Et bah dépasser ses peurs, c'est avant tout aussi un travail sur soi-même. C'est voilà, est-ce que je vais avoir, excusez-moi, mais être assez couillu, hein, si je puis dire. J'espère que je vais pas me faire censurer pour ça, mais si je puis être assez couillu entre guillemets, voilà, pour prendre la parole, pour voilà, me montrer en vidéo par exemple, ou monter sur scène pour une représentation. Euh, c'est compliqué ça, parce que aussi on se juge et on se dit, bah est-ce que j'ai confiance? Et c'est là où en fait finalement je voulais en venir, c'est que qu'on soit magicien ou pas, il faut avoir confiance. Parce qu'encore une fois, la société, elle est dure.
Et si on n'a pas confiance en soi, ça va être très compliqué d'assumer les choses. Je vais pas vous refaire effectivement les craintes que les gens avaient à l'époque des procès de Salem aussi, par exemple. Être une femme à cette époque-là, ça devait être terrifiant, mais terrifiant. Pour le peu en plus que vous aimiez un peu les plantes, les odeurs et machin, et que de temps en temps, bah, vous aimez bien brûler une petite fleur de laurier parce que, enfin une petite feuille pardon de laurier parce que ça sent bon et voilà. Vous passiez tout de suite pour une sorcière et puis on allait vous claquer au bûcher, au bûcher. Il y avait même certains procès parfois. euh, Bah, vous avouiez, comment? Euh, bon, vous donniez la vérité ou pas. Oui, excusez-moi, j'arrive pas à le conjuguer. Je suis là, je regarderai dans le Becherel. Mais vous donniez la vérité ou pas à cette époque. Vous étiez tué. Voilà. Et on vous jetait dans le lac. Et si vous couliez, bon ben voilà, ben vous étiez entre guillemets quelqu'un de bien et vous étiez pardonné. Ouais, super. Super, vous êtes mort, mais on vous pardonne. On vous pardonne qu'on a été assez bête pour vous tuer pour rien. Voilà. Oui, c'était la logique de l'époque, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Et au-delà de ça, si en plus de ça vous flottiez, donc que vous aviez cette chance de, entre guillemets, de ne pas couler, de pouvoir peut-être survivre, ah bah là c'est qu'au contraire, vous étiez une sorcière, vous étiez rempli d'air, vous étiez sauvé par le diable, entre guillemets, et on vous achevait à coups de pique, à coups de ce que vous vouliez, jusqu'à ce que vous couliez, quoi. Je peux comprendre que du coup, ce genre de choses, quand en plus c'était des arrestations aussi arbitraires, ça devait être flippant de vivre. Ça devait être flippant. Euh, et être une femme, du coup, à cette époque-là, c'est être potentiellement accusé de sorcellerie pour la moindre occasion. Vous étiez un peu trop belle, vous alliez à un dîner de gala, voilà, un mari vous regarde un peu trop, sa femme vous accuse de sorcellerie, pour le peu qu'elle avait un rang de noblesse un peu plus élevé que le vôtre, paf, vous alliez au cachot. Ça devait être terrifiant de vivre à cette époque-là. Et c'est terrifiant de vivre en fait tout court, parce que même là aujourd'hui, au moment où je vous parle, euh, bah, on est dans des conflits un petit peu partout dans le monde, et c'est un peu compliqué. On se dit, bah ouais, il y a plein de gens qui se le disent. Est-ce que ça va pas finir par péter comme ça a déjà pété, effectivement, depuis des siècles et des siècles, depuis que l'homme existe, en fait, hein, finalement. De toute façon, nous, de toute façon, depuis la nuit des temps, c'est soit on arrive à faire du marchandage, donc du commerce, soit on se fait la guerre. Voilà. On n'a jamais su faire autrement pour les relations diplomatiques, et ça continue encore aujourd'hui. Vous voyez, même depuis les premiers prémices des civilisations en Japon antique, là, il y a 10 000 ans, jusqu'à maintenant, ça fonctionne en fait toujours plus ou moins de la même façon, hein, les gars. Et, et c'est vrai que ça peut être flippant. On a un peu flippé aussi pendant le Covid. On a un peu flippé de l'avoir ou de pas l'avoir, limite des fois. Euh, et, et puis, est-ce que je vais en mourir? Est-ce que je vais avoir des séquelles? Et puis le vaccin, est-ce que c'est bien, pas bien? On, on est toujours en fait dans la crainte, quelque part. On fait toujours les bonhommes en mode ouais, non, moi il m'arrivera rien, j'ai 130 kilos de muscles, machin, etc. Ouais, peut-être. Mais t'as quand même des choses qui t'inquiètent, qui te terrorisent. Alors sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas, qui est peut-être pas normal dans tout ça. Et forcément, bah tu vas essayer de travailler là-dessus et travailler là-dessus quand c'est du spirituel, quand t'es sorcier, quand t'as peur du jugement, quand t'as peur d'être envoyé au bûcher, mais aujourd'hui, ben c'est d'être être envoyé au bûcher pour un sorcier, ce serait de descendu par exemple sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Euh, d'être moqué aussi, voilà, d'être humilié, d'être rabaissé, toutes des choses en fait qui sont désagréables, qu'on n'a pas envie de vivre. Je pense que c'est normal qu'on ait peur de pas, enfin, on a peur de vouloir de les vivre en fait, tout ça. On a peur de les vivre.
Et donc forcément, bah, si on a peur, on se protège. Et si on se protège, bah, parfois, soit on se crée une carapace, soit on attaque, soit on se défend, ou soit, ben, pour nous, on va mettre des protections un peu badass tout autour de nos maisons. On va brûler de la sauge, on va vénérer des entités positives, effectivement, pour éloigner tout ce qui pourrait être négatif. Et encore le négatif pour nous. Il y a des gens qui vont considérer les démons, par exemple, comme leurs amis. Et il y en a qui, au contraire, ça va être leur ennemi juré. Il y en a qui vont craindre plus que tout les archanges. Et c'est vrai que les archanges, d'un côté, c'est quand même des créatures de base, comment elles sont décrites, en tout cas dans les peu de textes qui en parlent, ils font flipper, les archanges. Alors c'est sûr qu'ils sont là pour défendre, voilà, exaucer pourquoi pas les prières, etc., etc. Mais faut quand même pas oublier que les archanges, c'est les premiers soldats de Dieu, d'accord? Et que je pense que si, bon, je parle de Dieu au sens général, mais bon, je suis païen, moi je suis en mode plusieurs dieux, mais je veux dire, si des dieux ont vraiment créé les archanges, donc c'est des espèces de chefs militaires, hein, ça doit être effectivement des créatures effrayantes pour pouvoir lutter contre des créatures qui le sont tout autant, c'est-à-dire les démons ou les entités négatives, le bas astral, quoi. Voilà. Donc, finalement, la peur du sorcier, elle est très très similaire, et si ce n'est à 99% la même que celle d'un moldu, hein, si je puis dire, que d'un humain, voilà, qui vit sa vie tout à fait normalement. Et pour ceux qui vivent aussi dans la spiritualité, il faut quand même se l'avouer, c'est difficile dans notre quotidien de d'en parler à nos proches, d'en parler même des fois ne serait-ce qu'à son conjoint. Vous êtes là en train de faire vos cartes, à brûler votre bâton de sauge, et puis vous avez votre conjoint qui est en train de regarder le match à la télé, puis qui vous regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il fout lui avec ses plantes là, les plantes, il est pas bien, lui ça se boit, ça se fume pas, enfin. Ah quoi que, si, il y en a qui fument après tout, mais et encore un autre débat. Mais voilà, on est très souvent catalogué, mis dans des cases, et justement pour les gens spirituels, être mis dans une case, c'est pas du tout quelque chose qu'on kiffe. Donc on va essayer de faire en sorte de pas être mis dans des cases. Et voilà, c'est quelque chose de compliqué, la peur, de personnel. Et je pense que l'introspection, la compréhension, et puis le fait de pas forcément toujours vivre dedans, de pas toujours vivre dans la peur, de se dire que voilà, il y a peut-être des choses meilleures, il y a peut-être des choses aussi qui me protègent, il y a peut-être des choses bien, de la lumière aussi qui est là. Et puis de se dire ben, que la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Et effectivement, c'est bien d'être le plus prudent du monde. Mais je veux dire, s'il y a un accident, il y a un accident. Et au bout d'un moment, faut savoir réagir en fonction. D'accord? Une voiture qui ralentit très vite devant vous, bah vous avez peur, vous freinez, et pendant cet espace de quelques secondes, vous vous dites, bon ben voilà, est-ce que je mets un coup de volant pour esquiver? Est-ce qu'au contraire, je sens que je vais m'arrêter à temps, etc., etc. Et cetera. Et en fait, le temps que vous réfléchissez à tout ça, bah, soit vous êtes effectivement arrêté à temps, ou soit malheureusement vous êtes déjà dans la bagnole de devant. Euh, tout ça, c'est des choses qui, voilà, sont complètement personnelles. Donc si vous êtes venu ici, j'en suis désolé hein, de vous dire ça à la fin, j'aurais peut-être dû prévenir au départ, mais il n'y a pas de solution miracle en fait pour lutter avec la peur, si ce n'est que effectivement, bah, comme on peut vous le dire très souvent, d'apprendre en fait quelque part à l'apprivoiser, cette peur, à la comprendre, à la nommer déjà. C'est peut-être bête, hein, mais je sais pas si, pour ceux qui connaissent, hein, si vous vous rappelez de cette phrase de Hermione Granger dans Harry Potter 2, quand elle dit à Lucius Malfoy, là, chez Fleury et Botte, avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur elle-même. Et effectivement, euh, enfin de la chose elle-même. Effectivement, c'est quelque chose ne serait-ce que quand je sais pas, on vous dit par exemple, je sais pas, Hitler ou Staline ou j'en sais rien ou ces grands personnages, Kim Jong-un par exemple, hein, tous ces grands personnages qui ont fait peur ou qui font encore peur peut-être aujourd'hui. Euh,
ou je sais pas, le nom d'un terroriste ou que sais-je, ouais, effectivement, c'est des choses qui peuvent inciter la crainte et la peur. On le voit dans les mangas, dans les trucs comme ça. C'est les méchants qui, voilà, dès qu'on entend leur nom, ça fait tout de suite flipper. Euh, bon, quelque part, lutter contre ces peurs, c'est un travail qui est constant. Parce que comme je disais aussi, les peurs se déplacent, elles changent. Nos craintes d'ado ne sont plus les mêmes que les craintes d'adultes, parce qu'on n'a plus les mêmes priorités. Nos craintes d'ado, ben, c'était peut-être par exemple savoir comment on allait s'habiller le lendemain, jusqu'à effectivement des choses plus graves. Et nos craintes d'adultes, c'est ben par exemple, est-ce que je vais réussir à payer mon loyer ce mois-ci? Est-ce que voilà, le mois prochain, je vais retrouver du travail? Enfin, c'est d'autres craintes. Et ces craintes-là, c'est des craintes qu'on vit au quotidien parce que la société, quelque part, par notre fonctionnement même, les impose, mais parce que l'humain aussi est quelqu'un de craintif. Et à nous ou pas d'avoir ce courage de se dire bon bah voilà, j'essaye de me dépasser, de voir les choses autrement en fait. Voilà. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que ça fait déjà un petit moment que je vous tiens la grappe. J'espère que ce premier podcast vous a plu. J'ignore complètement si la qualité du son sera bonne, si j'ai pas eu trop de tics de langage, s'il n'y a pas eu des pendant 20 minutes. Honnêtement, j'ignore complètement tout ça. C'est une première. Je suis très content de l'avoir fait déjà. Et je suis très content d'avoir tenu tout ce temps. Là, je suis en train de le découvrir en même temps que vous et c'est top. Il y en aura d'autres, si ça te plaît, parce que j'ai d'autres choses à vous parler, à vous présenter. Peut-être que je reviendrai sur ce sujet avec d'autres angles, avec peut-être une autre évolution au fur et à mesure du temps, on n'en sait rien. Peut-être que je vais vous dire, mais non, mais je vous ai dit complètement de la merde, voilà, on peut faire autrement. Mais non, honnêtement, je suis très content et j'espère que ça vous a plu. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas, vous connaissez la chanson, mettre un petit pouce bleu, de liker, partager, commenter. Ça aide toujours à gagner un petit peu de visibilité. Et puis, bah, si vous en êtes resté jusque-là, à part si vous êtes endormi, je pense que bah, vous n'avez plus qu'à faire ça, de mettre un joli pouce, un commentaire pour me donner votre avis. Et puis voilà, je vous souhaite belle nuit, belle journée, tout ce que vous voulez, mais surtout beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, et puis de lutter comme vous voulez ou pas contre vos peurs. À très bientôt sur chaîne Sebaka Magic. Merci beaucoup.